un plan social. Je suis parti dans ce cadre-là dans le cadre pardon, dans le cadre du plan social et pour monter Cataba avec l'idée que, en créant un réseau d'artisans, en mutualisant des designs, on serait capable d'arriver à faire de la production locale. Et puis voilà, je suis parti un peu la fleur au fusil et en fait, le parcours a été beaucoup moins simple que je ne l'imaginais. Il y avait des enjeux d'échelle qui n'étaient pas forcément très efficaces. On a travaillé à partir de 2018 avec l'aide de l'ADEME et la coopérative MU sur l'éco-conception de nos produits. Là, on s'est rendu compte qu'en réalité, le transport, donc tout l'intérêt de la production locale par rapport à l'impact environnemental, le transport ne représentait 15% des impacts CO2 sur nos produits. Donc, on traitait un sujet, mais que finalement, le principal sujet, c'était la matière première pour 80% des impacts. Donc, on a, au fur et à mesure, constaté les limites de notre modèle. Et là où on a trouvé le plus de limites, clairement, c'est d'être un acteur minuscule dans un marché énorme qui est saturé d'offres et sur un marché sur lequel, pardon, il est hyper compliqué de faire son trou. Et où finalement, quand même, le gros sujet, c'est le prix. Et donc, qui dit prix, dit logique de production en série pour arriver à faire des économies d'échelle, stockage, et puis finalement, une fois qu'on a tout stocké et qu'on n'a pas tout réussi à vendre derrière, on solde, etc. Donc, vous connaissez ce modèle-là, c'est celui qu'on a sous les yeux au quotidien depuis des dizaines d'années. Et ce modèle-là, évidemment, il est extrêmement consommateur de cash. Il faut immobiliser beaucoup d'argent pour être capable de faire ça. Et même si j'étais parti avec un petit pécule, j'avais pas ces moyens-là. Euh, et donc, au moment où on a commencé notre travail dans le cadre d'un nouveau projet sur l'EFC et le réemploi avec toujours l'aide de l'ADEME, on a rencontré Nadia et Sandro d'Atemis qui nous ont accompagnés sur le volet mise en place de l'EFC. Et dans ce cadre-là, bah, nous, on était un peu aux abois, honnêtement, hein. On voyait que le modèle, on était en 2019, fin 2019, si ma mémoire est bonne. On voyait que le modèle ne marchait pas, celui qu'on avait imaginé, qu'on n'arrivait pas à faire émerger la boîte. Et donc, bah, la grande question, c'était essayer de comprendre ce qu'on pouvait faire avec ça. Et moi, j'avoue que j'ai accueilli un peu cette idée de l'EFC un peu fraîchement. Je n'étais pas tout à fait convaincu au départ jusqu'à ce qu'on avance un peu plus dans nos échanges avec Nadia et Sandro. Et on avait, au dernier trimestre 2019, fait un projet qui était tombé comme ça, un peu de n'importe où. Et puis comme à l'époque, on prenait un peu tout ce qui se présentait pour pouvoir travailler et faire rentrer des sous, on avait accepté ce projet-là. Et il s'agissait de réaliser des piétements pour des assises qu'on allait nous fournir, qui étaient à l'origine les assises d'un stade, en l'occurrence le court numéro 1 de Roland-Garros, qui allait être détruit après le tournoi. Et donc le but du jeu, c'était de faire des pieds pour ces chaises, ces assises, pour en faire des chaises de collection qui allaient être ensuite vendues pendant le tournoi. Donc le tournoi se déroulait en mai, si j'ai bonne mémoire, donc il a fallu faire ça à toute vitesse. Et puis on a livré le dernier trimestre les chaises qui avaient été précommandées pendant le tournoi. Et les chaises, il s'en est vendu de mémoire, je dirais 250 en l'espace de 24 heures, je crois. Un truc qu'on était incapable de faire et qui était juste ahurissant, quoi. La force de frappe de ces grandes marques et toute la valeur qui avait été du coup inscrite dans cet objet avait fait de cette vente quelque chose d'hyper facile et hyper efficace. Et donc, il y avait cette expérience qu'on avait conduite. Et, euh, et en détricotant un peu bah voilà, tous les trucs qu'on avait essayés, tout ce qu'on avait acquis comme expérience au fur et à mesure des 2, 3 premières années de Cataba, on a un jour fait une cartographie de notre écosystème avec Nadia. Et je m'en souviens très bien, c'était un vendredi matin. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, Cataba avait bien plus de valeur, apportait bien plus de valeur que simplement un objet qui allait être vendu sur notre site internet ou chez un distributeur. Et cette valeur, elle pouvait consister à sensibiliser et accompagner les acteurs de la fabrication de mobilier dans la transition de leurs activités. Ça pouvait consister à être capable de maîtriser une proposition de valeur et de concevoir des produits sur mesure.
il y avait tout un tas de choses qu'on arrivait comme ça à finalement apporter. Et, et on a reçu à ce moment-là une demande d'un acteur de l'immobilier qui s'appelle Gessina. C'est une belle foncière qui a plein de très beaux immeubles dans le cœur de Paris et qui voulait valoriser des tôles qui étaient présentes dans un de leurs chantiers, issus de la déconstruction d'un bâtiment qu'ils allaient réhabiliter. Et ils voulaient qu'on leur fasse du mobilier avec ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, là, on avait un savoir-faire, une compétence en design, qu'on comprenait comment partir d'une matière. Et ça, c'est mon bagage technique qui nous l'a permis. On avait le design avec Cindy, qui était dans l'équipe depuis déjà plus d'un an. Euh, et de partir d'une matière et d'en faire quelque chose. Donc, pas partir des matériaux standardisés de l'industrie, mais partir d'une matière un peu bizarre, un peu protéiforme, et d'arriver à faire quelque chose avec ça, et sans faire n'importe quoi en termes de conception, puisqu'on avait acquis cette expérience grâce à l'ADEME et à la coopérative MU sur l'éco-conception, donc on savait un peu où mettre les pieds pour pas faire n'importe quoi. Et, euh, et donc du coup, c'est apparu assez clairement qu'on avait là finalement un savoir-faire et une valeur ajoutée qui était totalement différenciante et qui nous permettait aussi de pouvoir nous positionner d'une façon complètement différente sur le marché, à savoir ne plus essayer d'imaginer dans notre tête et avec toutes forces études de marketing, etc., ce que devait être le produit que tout le monde voudrait l'année prochaine, et puis de l'imaginer en un an de temps, et puis pour le mettre sur le marché, et puis espérer très fort que ça allait fonctionner. Là, au contraire, on partait d'une demande. On concevait avec du coup une partie d'études. Là, on valorisait vraiment le travail intellectuel qui était fourni. Et derrière, on produisait les pièces pour des clients qui étaient prêts à payer le prix qui correspondait à ces produits-là. Pas seulement parce que c'était le prix des produits, mais parce qu'il y avait tout un tas d'autres choses qui étaient importantes pour eux dedans. Il y avait le fait d'utiliser leur matière de la déconstruction, le fait de travailler localement, le fait de faire appel à des ateliers d'insertion, etc., etc. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte que on avait là finalement fait ouais, un pivot qui était assez fondamental et qui nous a permis de perdurer jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, on est en phase de levée de fonds parce que la croissance s'accélère et on a quand même malgré tout un besoin en fonds de roulement qui est conséquent. Mais pendant les 2 années et demie, dont la période de Covid, 3 années même, pendant les 3 années qui se sont écoulées, on a une activité qui s'est développée. On a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Et grâce à ça, on s'est débrouillé avec des financements classiques en prêt, etc., sans diluer les actionnaires de départ, en maintenant du coup nos valeurs au cœur du projet. Voilà, ça a été vraiment un pivot fondamental et aujourd'hui, on est un interlocuteur privilégié pour de nombreux acteurs de l'immobilier qui ont identifié comme étant leur meilleur moyen de décarboner leur activité, le réemploi et la réutilisation des matériaux de la déconstruction. Et du coup, ils ont besoin de petites structures qui sont capables de construire ces chaînes de valeur parce qu'aujourd'hui, l'industrie n'est pas capable de faire la phase préalable à la fabrication d'un produit, qui est celle de convertir un matériau issu de la déconstruction en ce qu'on appelle une matière première secondaire. Et ça, on le fait en associant parfois 2, 3, 4 acteurs pour être capable d'arriver à reconstruire cette chaîne de valeur qui manque pour pouvoir rentrer dans des logiques d'économie circulaire. D'accord, merci, merci Luc. On a plein de questions. Je vois qu'Isabelle en a une, moi j'en ai aussi. Isabelle, tu voulais prendre la parole. Alors, ton micro est coupé. Eh ben, on ne t'entend pas. Donc, en fait, je vais prendre la parole. Du coup, tu es vraiment sorti, ce que tu nous disais, tu es sorti de vendeur de meubles avec des propositions assez standardisées, une logique de catalogue, à quelque chose de totalement différent. Donc, apporteur de solutions. Maintenant, tu dis apporteur de solutions. Tu dis je suis apporteur de solutions mobilières à faible impact. Donc vraiment une solution où tu fournis à la fois du bien, mais
une grande dimension servicielle. Donc, c'est vraiment ça qui a pivoté. Et en effet, comme tu le dis, ça s'est vraiment traduit par une modification quand même de ton modèle d'affaires. Enfin, du coup, aujourd'hui, c'est comment tu contractualises? Qu'est-ce qui se passe avec ton client? Parce que tu vas vraiment au-delà de juste voilà, vendre des bureaux, des tables, des chaises. Ouais, tout à fait. Ouais. En parallèle de l'activité de vendeur de meubles, avait émergé une petite activité de designer d'espace. On crée un aménagement de bureau, etc. Et il y a eu un épisode marquant, je suis certain que Nadia s'en souvient comme moi, une boîte qui s'appelait Green Affair qui nous demandait de leur faire l'aménagement de leur bureau. Et, euh, et ils cherchaient à avoir le meilleur prix, etc. Ce qu'on fait tous, hein. Mais du coup, on se rendait compte qu'on n'arrivait pas du tout à leur faire percevoir que finalement, dans ce qu'ils allaient acheter, ils n'allaient pas acheter simplement du meuble, mais ils allaient acheter une programmation de l'espace où on allait tout mesurer pour qu'on arrive à faire rentrer un maximum de gens dans un minimum de place. C'est sordide, mais on est à Paris, hein, c'est comme ça. Et il fallait faire un design qui soit sympa, où toutes les fonctions s'installent bien, etc. Et on s'était rendu compte, c'était vraiment un épisode où on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas du tout à faire comprendre à nos clients la valeur ajoutée qui était celle de notre travail. Et je pense que c'est ce qui nous a servi de leçon pour construire derrière les offres qu'aujourd'hui on propose, où en réalité, au fur et à mesure, on a appris à décomposer ce qui étaient les attendus. En fait, il y a ce que Nadia appelle le travail de la demande, hein. Quand on rencontre notre client, on écoute ce dont il a besoin. Ça nous permet de construire un cahier des charges. Là-dessus, on sait qu'on a un travail de création, un peu comme une agence de design classique, où on va avoir des itérations successives de développement d'un produit. Et à ça doit s'ajouter aussi toute la partie prise en compte des impacts carbone, donc ce qu'on fait maintenant en intégrant de l'évaluation environnementale. Et en amont, un travail sur la matière pour essayer d'évaluer comment est-ce que la matière peut être travaillée de telle ou telle manière. Donc, à un moment donné, on part d'un morceau de tuyau, d'une tôle, et on fait le tour des ateliers sur la base de notre compréhension du matériau et de ses propriétés, pour essayer de trouver les bons acteurs, pour trouver voilà, les bonnes filières à travers lesquelles les valoriser. Et, euh, et tout ce travail-là, finalement, on a appris à décomposer, à observer ce qu'on faisait réellement et qu'est-ce qui avait véritablement de la valeur. Au départ, par exemple, c'est cette question sur la matière, on le valorisait pas. On s'était pas rendu compte que ça, en fait, c'était quelque chose d'important, de fondamental et qui finalement avait. Enfin, voilà, le projet aurait même pas été possible si on faisait pas ça. Donc, du coup, on s'est dit, bah, ça, en fait, ça nous prend du temps. Entre guillemets, personne d'autre sait le faire. Ben, du coup, ça justifie qu'on explique. Et nos clients, aujourd'hui, le comprennent très bien. Et quand on leur décrit tout ça et la phase de prototypage, ils le comprennent. Et on a cette chance de travailler en direct avec eux, ce qui nous permet de nous extraire de la logique de réseau de distribution, etc. Et on arrive aujourd'hui à avoir des produits qui sortent sur le marché moins cher enfin, qui sortent pour nos clients moins cher que ce qu'ils avaient identifié sur le marché, ce qui permet de trouver un équilibre in fine entre le coût de développement qui est substantiel, mais qui du coup est gommé par un accès à des prix, à des produits à des prix qui sont un peu plus abordables que le marché, où il y a entre 30, 40, 50% du prix qui est alloué au réseau de distribution. Il y a Sébastien qui va poser une question juste avant, justement par rapport à ses clients, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'avait marqué. En fait, tu dis, je ne fais plus de prospection. Justement, Isabelle Janot de Necoé posait la question sur le chat, mais voilà, comment viennent les clients à toi? Et puis, Sébastien, juste après, on prendra ta question si tu veux bien. Ouais, alors, c'est la jolie histoire que je vous raconte, elle est aussi quand même concomitante d'un mouvement du marché qui nous sert passablement. Euh, En fait, tous les gros acteurs de l'immobilier avaient identifié le sujet de leur transition écologique depuis des années. Ils s'étaient regroupés pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir. Ils ont fait toutes les études, etc. Et en 2020, ils ont identifié que le réemploi était un sujet essentiel dans leur transition. Et en 2020, ils ont confié à une structure qui s'appelle A4MT la responsabilité de coordonner la création des outils, des filières, etc., qui leur permettraient de pouvoir disposer de fournisseurs qui soient capables d'intégrer le réemploi
dans leurs offres. Donc, on a cette chance, nous, d'avoir été par l'écosystème de l'économie circulaire, de l'ESS, etc., parisien, connectés à ce mouvement-là. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'être un nain économique. Hein, c'était marqué sur la présentation, on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. On bosse avec des boîtes qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on fait partie des petites briques qui sont juste essentielles à la transition de leur activité. Et du coup, on a cette plateforme qui a été constituée, qui s'appelle le Booster du réemploi, qui a été constituée par A4MT. Et c'est via cette plateforme-là qu'ils viennent nous chercher. Donc, ils savent maintenant qu'on existe et ils nous consultent quand ils ont besoin. Et donc, voilà, il y a vraiment on a eu la chance de pouvoir bénéficier de ça pour pouvoir toucher ces clients-là. Tu peux nous redonner le nom de l'organisme que tu viens de mentionner? Alors, l'initiative s'appelle Booster du réemploi. Et avant, Et avant, c'est A4MT. C'est pour Action for Market Transformation. Et, euh, et c'est une structure qui travaille sur ces logiques-là, à la fois pour le bâtiment, mais ils font aussi des choses dans la mobilité, etc. Donc, ils ont vraiment cette logique de vouloir accompagner la mutation des secteurs d'activité, des principaux secteurs d'activité. Sébastien, si tu veux poser ta question. Alors, moi, j'en avais plusieurs des questions. La première, elle était que vous revendiquez acteur de l'ESS. Je voulais savoir en quoi vous étiez acteur de l'ESS. Alors, être acteur de l'ESS, honnêtement, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de le dire au moment où vous faites le dépôt de vos statuts au greffe. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on est enregistré comme une structure de l'ESS dans le cadre des lois Hamon 2014. Donc, c'est une SAS, donc une structure de droit privé classique. Et au-delà de ça, on s'engage dans nos statuts à respecter. Il y a plein de choses, hein. Il y a une gouvernance participative, il y a l'égalité de salaire homme-femme, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un partage équitable de la valeur, des choses comme ça. Et puis, on a été un peu plus loin dans la rédaction de nos statuts et on s'est mis en, en capacité de pouvoir aller chercher l'agrément ESUS. Alors, toujours pas eu le temps de le faire, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur cette espèce de logique, de retrouver un peu d'équité dans les relations économiques. Et donc, pareil, il y a un plafonnement de la rémunération des dirigeants, etc. Bon, très loin du plafond, hein, mais en tout cas. Alors, moi, la question, donc, vous êtes pas en coopérative, Non, on n'est pas en scope, ouais. ni en SIC. Non plus. En plus, il a dit SAS. On va Ouais. peut-être, Sébastien, si tu as une autre question, parce que là, Oui, oui. on va passer à la coopération. Si tu veux mettre ta question suivante dans le chat, parce qu'on a plusieurs questions sur la coopération. Moi, j'avais envie de savoir comment ça se passait avec tes collaborateurs que tu as réussi à embarquer dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Puis surtout avec tes clients anciens et nouveaux. Là, on a une question sur comment la coopération fonctionne. Moi, je me souviens que tu m'avais donné un petit peu l'exemple justement de ce projet à partir de Tôle pour Gessina. Tu as parlé de la coopérative MU, qui est aussi un de tes partenaires avec lequel tu travailles étroitement. Il y a tous les chantiers d'insertion. Enfin, on sait que les enjeux de coopération sur ton projet sont vraiment centraux. Et puis, c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, si tu peux revenir là-dessus. Et après, on reviendra peut-être un petit peu sur les clients parce qu'en effet, il y a d'autres questions. Mais j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans comment concrètement, tu as une demande, peut-être à partir de cet exemple-là ou d'un autre. Oui, bien sûr. La coopération, elle est centrale dans notre activité parce que notre boulot, c'est de coordonner des acteurs. Et il s'agit de faire euh, parfois bouger des gens sur les matériaux qui vont travailler. Et quand votre métier, c'est de travailler de la matière, quand on vous change le matériau sur lequel vous travaillez, ben, ça peut avoir des conséquences. Et donc, il y a tout un travail euh, d'acceptabilité de la proposition qu'on fait. Certains ne comprennent pas du tout notre démarche. J'ai le souvenir d'un acteur, on voulait travailler du verre de réemploi. Donc, du coup, on arrive avec la matière première, hein, puisque c'est celle qui nous est fournie par nos clients. Et il faut trouver des gens à qui on demande quelque part de faire le même mouvement que nous, hein, c'est-à-dire qu'eux vont cesser de vendre de la matière et ils vont vendre du savoir-faire.
Et ça, l'air de rien, ce mouvement que nous, on a fait, on leur demande de le faire aussi et c'est pas toujours évident. Et ce gars que j'avais eu en ligne me disait, mais non, mais quand vous allez au resto, vous venez pas avec votre morceau de viande. Ça signait assez clairement le fait qu'on allait avoir du mal à collaborer. Et réciproquement, il y a Francis Parrain, qui est le repousseur avec qui on fait nos lampes qui sont issues de ce travail des tôles de notre client Gessina, et avec qui, là, pour le coup, la relation a été hyper constructive et où voilà, il a accueilli le projet très favorablement en se disant l'avenir, c'est d'essayer de travailler des matières alternatives comme ça, où on va pouvoir réduire nos impacts. Et du coup, pour lui, c'est pas le même geste. Donc repousser, c'est travailler sur un tour et écraser de la matière sur un mandrin qui tourne. Et eux, traditionnellement, dans ces métiers-là, on travaille avec des tôles, ce qu'ils appellent fraîches, parce que le matériau est un peu plus souple. Et là, avec des vieilles tôles, il a fallu qu'il retravaille son geste voilà, il y avait vraiment cette question de savoir-faire, de travail de la matière qui devait évoluer. Et donc, pendant quelques après-midi, il s'est confronté à cette nouvelle matière pour arriver à trouver le bon geste, pour arriver à obtenir le résultat qualitatif qu'il entendait et obtenir. Et on a eu cette super collaboration avec lui et qui a par la suite, du coup, donné lieu à un des plus gros projets qu'on ait fait jusqu'à présent, puisqu'on a, sur un autre modèle, mais toujours en repoussage, fait 540 lampes pour une tour de bureau. Et c'était une opération à plus de 150 000 euros, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, c'est des collaborations réussies, où on trouve des bons équilibres financiers, économiques. Chacun fait la part des choses, on arrive à communiquer facilement parce qu'il y a finalement cette envie de travailler ensemble. Et, et voilà, c'est un vrai succès, cette collaboration-là. Ouais, c'est ce que tu avais dit avec un prix au final de 30% en dessous du prix du marché. Je crois que c'était à l'origine, ça devait être des tables, donc des tabourets, puis c'est devenu des lampes. Enfin, il y a tous, voilà, vous marchez, vous cheminez ensemble avec le client, ce qui est très, très éloigné d'un modèle classique. Oui, effectivement, merci de me rappeler ce qu'il faut que je raconte. Mais c'est vrai que le travail au départ sur la matière devait nous conduire à faire du mobilier. Et en fait, on s'était rendu compte que cette matière-là était trop fine, donc ça s'adaptait pas, etc. Et on est revenu vers le client en leur disant, ça fonctionne pas. On peut faire selon votre idée, mais on rajoute de la matière, ça coûte super cher. Bref, on va avoir un produit qui sort pas. En revanche, on s'est dit que cette matière-là, elle pouvait être travaillée pour en faire des lampes. Et donc, du coup, on a été à ce niveau de dialogue. Et alors, moi, j'étais tout à fait, comment dire, ingénu là-dedans. J'y suis arrivé parce que ça me semblait évident. Mais a posteriori, on m'a fait remarquer quand même que j'étais arrivé devant une des plus grosses foncières de Paris, un des plus gros cabinets d'archi, en leur disant, non, votre idée, c'est pas la bonne, il faut faire ça. Et en fait, voilà, on avait juste l'envie collectivement de faire avancer les choses. Cette envie, elle était assez facilement traduite par cette matière qui ne s'adaptait pas à telle mise en forme, mais était beaucoup plus propice à une autre. Et la discussion, elle a juste été évidente. On a la chance d'être dans un environnement où nos clients, ils ont envie de faire avancer les choses, nous aussi, et on réfléchit tous ensemble. Et c'est vraiment un travail d'échange pour essayer de trouver des idées pour... nous, après, on coordonne les acteurs, mais les idées, elles naissent d'un travail en commun. Merci. Dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop cet univers, on parle souvent de ressources immatérielles. Et dans ces ressources immatérielles, il y a quelque chose de fondamental qui est la confiance. Et là, en fait, ce que tu as pu faire, c'est parce qu'il y avait, j'imagine que cette ressource immatérielle, donc on met dans ces ressources la compétence et la confiance et la pertinence de ta réponse. Donc là, tu avais une réponse à la fois pertinente et puis des acteurs avec lesquels tu coopérais déjà qui étaient prêts à te faire confiance et à te suivre dans cette approche qui est, ta raison, est un petit peu atypique de dire, en fait, vous voulez ça, mais moi voilà ce que je peux faire, quoi. Et cette notion de confiance, elle est hyper importante, effectivement, parce que la confiance, elle se gagne en faisant un premier projet, en le faisant convenablement. Et ça, on pourrait se dire qu'on le fait tous dans n'importe quel projet pour un client qu'on n'a pas envie de perdre. Au-delà de ça, il y a aussi
un enjeu qui tient à la sincérité de la démarche dans laquelle on se situe, je crois, où on a envie, nous, de gommer des impacts carbone. Du coup, on a les moyens de comprendre où sont ces enjeux-là et on discute avec nos clients qui, eux, sont dans les mêmes réflexions. Et, euh, et voilà, on pose les cartes sur table. Il y a des arbitrages en termes de compatibilité carbone qui sont plus ou moins favorables, qui orientent tel ou tel choix. Et voilà, il y a des choses qui ont des limites, qui sont plus ou moins honnêtes en termes de compatibilité carbone. On sait par exemple qu'aujourd'hui, s'il y a du réemploi dans un produit, on le compte à zéro carbone. Donc du coup, autant mettre du réemploi dans des produits où il y a beaucoup de carbone. Pas ça, par exemple, c'est une logique dans laquelle on arrive à rentrer et à discuter, à imaginer des solutions avec nos clients, parce que on maîtrise ces notions-là un peu comme eux. On est sur un terrain qu'on maîtrise tous et on arrive à construire ensemble des solutions. Et puis après, il y a aussi voilà, un engagement sur les prix où on reconnaît aussi la valeur de ces clients qui nous ont accompagnés au départ et permis de faire émerger des choses. Donc voilà, c'est un travail qui se fait en commun. Et c'est pas. J'ai donné. Je crois que ce qui est fondamental, c'est que ce sont des gens, en fait. J'ai dit qu'on travaillait avec Gessina, mais en fait, on travaille avec Léa Braché, qui est la directrice, enfin la responsable opérationnelle économie circulaire. Et c'est parce qu'il y a cette. Voilà, ce lien qui se crée avec cette personne-là que ça fonctionne, en fait. Donc, in fine, oui, ce sont des grosses boîtes qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires, mais en fait, c'est des relations humaines avec des acteurs investis dans leur métier. Voilà. Donc, aujourd'hui, justement, on a une question sur les clients. Donc, tu as une cinquantaine de clients qui sont quand même plutôt voilà, des acteurs, des foncières, des grosses entreprises. Avant, donc, tu as complètement pivoté, tu étais sur une cible distribution un petit peu voilà, distributeur classique. Et là, suite à cet accompagnement dont on a parlé, donc moi, aujourd'hui, tu as complètement pivoté. Et là, est-ce que tous tes clients donc, sont des foncières de ce type ou tu as encore une variété de clients où, en fait, tu as vu que voilà, ton marché, enfin, c'était dans ce cadre-là qu'on te sollicitait. Tu avais trouvé Euh, là. 80% de notre chiffre d'affaires sont ce type de clients. Néanmoins, ce qu'on voit, et là après, c'est vraiment des logiques et des stratégies de petites boîtes. On a aussi quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais eu la facilité de faire ce changement en 2 ans de temps, parce qu'on partait de rien, entre guillemets. Donc c'était facile de faire un changement en partant de rien. C'est évidemment pas la même chose quand on a une boîte qui fait 3 millions de chiffre d'affaires et 20 salariés. Donc voilà, il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Mais ces clients-là, c'est 80% de notre chiffre d'affaires. Néanmoins, les collaborations qu'on fait avec eux, elles peuvent faire émerger. Ça a été le cas avec ces lampes dont je vous ai parlé. On a aussi imaginé pour ce même client Gessina des îlots acoustiques de faux plafonds. Et ça fait émerger parfois des produits qui, eux, ont du sens au niveau sériel, qui vont permettre de pouvoir faire un produit qui va fonctionner systématiquement, aller dans d'autres projets, etc. On travaille beaucoup avec des ateliers d'insertion. À partir du moment où on est sur du sériel, en fait, on arrive à être sur des tâches d'exécution qui sont relativement simples et qui permettent à des gens qui n'ont pas une compétence extrêmement élevée, par exemple en menuiserie, de pouvoir faire des heures de travail comme ça dans un atelier d'insertion. Et donc, en complément de ces 80% de l'activité qui sont sur de l'innovation, du développement, etc., on voit qu'on conserve quand même un bon 20% d'activité sur des produits sériels qui vont être en catalogue et donc, il y a quand même une complémentarité dans les deux. Les produits catalogues, c'est des produits qui sont fabriqués à la demande maintenant. Donc, on n'est pas du tout dans une logique où il faut stocker pour avoir des prix, etc. Donc, voilà, il y a la logique EFC a nourri la façon de travailler avec les produits catalogues et fait émerger des pistes de c'est ce qu'on appelle de la massification, au sens où si vous voulez réduire les émissions carbone du secteur du BTP, on parle de 42 millions de tonnes de déchets par an. Évidemment, ce n'est pas des petits one-shot avec 50 tables et 30 bancs qui vont faire le boulot. Donc, il faut doucement arriver à trouver des produits systématiques qui sont récurrents dans la fabrication des bâtiments, etc., pour arriver à gommer le carbone. Donc, on a des questions justement sur à la fois la manière dont tu
comment tu vas identifier les matériaux et comment tu valorises ça, est-ce que c'est vous, je crois que tu as un système de phase d'étude et que tu arrives aujourd'hui à valoriser, mais si tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est le processus, c'est une question de Sébastien, pour reconnaître que les matériaux ne comportent aucun risque, comment tu travailles ça, qui paye ce travail de recherche, donc est-ce que toi tu le fais et tu le valorises, ou tu te fais accompagner pour faire ce travail de recherche de matériaux. Et il y a Isabelle aussi qui voulait savoir où tu la trouves, est-ce que tu la stockes, comment concrètement ça s'organise, et sachant que tu coopères avec d'autres acteurs, avec des artisans, avec des marches, avec des organismes qui font des chantiers d'insertion, il y a beaucoup d'acteurs autour de toi, si tu peux, Bien sûr, sur le volet accès à la matière et caractérisation des matières, en fait, il y a une réglementation environnementale qui s'appelle la RE 2020. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais qui est rentrée en vigueur récemment et qui impose dans n'importe quel projet de déconstruction de faire ce qu'on appelle un diagnostic PEMD pour produits, équipements, matières, déchets, un truc comme ça. Bref, n'importe quel gros acteur au-delà de, je ne sais plus, 1000 mètres carrés, un truc comme ça, est obligé de faire ce type de diagnostic. Donc, nous, on a cette première nomenclature de matériaux qui nous est soumise. Éventuellement, on va sur place pour regarder s'il n'y a pas des trucs qui n'ont pas été identifiés. Ça arrive assez fréquemment. Et derrière, nous, ce qu'on va principalement chercher, c'est deux caractéristiques de matériaux, qu'on appelle les matériaux plats et des matériaux longs. Parce qu'en fait, finalement, quand vous faites une table, je caricature, mais c'est 4 pieds, c'est des matériaux longs avec un plateau, un matériau plat. Donc on comprend bien que c'est en gros suivant cette logique-là qu'on cherche les matériaux. Après, tout ça, c'est déconstruit suivant des logiques de dépose sélective ou dépose soignée par des acteurs spécifiques. On pointe du doigt les matériaux qui nous intéressent. C'est mis à disposition en pied d'immeuble. C'est stocké chez un logisticien avec lequel on travaille en partenariat, qui lui aussi essaye de se déployer sur le réemploi, parce que c'est un logisticien qui travaille avec le secteur du BTP et voit bien l'évolution de l'activité de ce secteur-là. Et donc, à partir de là, les matériaux ont déjà été caractérisés. Donc, par exemple, s'il y a de la peinture au plomb ou des choses comme ça, c'est identifié. Et donc, on passe ensuite par des process qui permettent de dépolluer le matériau avant de pouvoir le mettre en œuvre. Donc, pour finir de répondre à la question, on n'a pas d'espace de stockage en propre. On stocke de la matière quand on sait qu'on va avoir un débouché pour elle, ou quand on imagine avec une certitude suffisante qu'on a un débouché potentiel pour elle, pour éviter d'avoir des immobilisations, parce que finalement, on se retrouverait dans la même logique que sur un travail linéaire, c'est-à-dire que plutôt que de stocker des produits, on stockerait de la matière. Mais donc voilà, c'est pas l'idée. Et il y a des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des plateformes qui existent aujourd'hui qui ont vocation à mettre à disposition de tous les acteurs des matériaux en réemploi qui sont stockés. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Voilà, il y a énormément de questions, donc Sébastien, on essaiera de revenir à toi à la fin sur de tes questions. Je vais prendre celle de Anne. Question sur la contractualisation, en fait, et puis une question de Gerson qui demande si ces matériaux vous sont donnés ou vendus. Du coup, les deux sont un petit peu, sont un peu liés. Est-ce que tu peux Bien dire sûr. comment, à partir d'un exemple Alors, typiquement, les lampes dont on parlait tout à l'heure, les tôles nous sont données, puisqu'en fait, nous, ce qu'on vend, c'est pas de la tôle, c'est toute la phase de transformation, d'étude et de transformation. Et la tôle elle-même, elle appartient à un client à qui on va vendre des lampes. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour lui à nous vendre les tôles. Enfin, ce serait, pourquoi pas, mais il retrouverait le prix de ces tôles à la fin dans le prix des lampes qu'on lui vend. Donc, ça n'a pas trop de sens. En revanche, on peut être amené à acquérir des tôles, ça nous est arrivé, pour pouvoir disposer d'un gisement intéressant. Et dans ces cas-là, on achète. Ouais, le but du jeu, quand même, globalement, c'est d'éviter d'acheter, hein. C'est des bêtes enjeux économiques, mais on essaye de ne pas avoir à acheter la matière. Il faut savoir que les matériaux qui sont
C'est quand même un système assez complexe, hein, l'immobilier, mais un matériau qui sort d'un chantier, en fait, il a un coût pour le détenteur du déchet. Et donc, du coup, ben, quand ils nous le transmettent, ils gomment ce coût puisqu'ils n'ont plus à le recycler. Donc voilà. Il y a quand même déjà une économie quand on cède le matériau en pied d'immeuble à un acteur du réemploi. Il y a déjà une économie qui est générée pour les détenteurs. Et donc la question sur la contractualisation, sachant que moi je veux bien, on avait parlé d'un exemple que je trouvais intéressant avec BNP Paribas justement sur l'Agora, sur le siège, où en fait au départ tu étais sur un budget de 10 000 euros, puis ça a évolué à 100 000 euros au final au cours du projet. Du coup, comment ça se passe voilà, contractuellement quand tu ne sais pas en fait où tu vas arriver. Tu ne peux pas faire un devis, on est bien d'accord, tu ne sais pas. Tu as une idée d'à peu près d'où tu pars, mais tu ne peux pas contractualiser de manière classique, puisque tu peux changer le type de produit que tu vas faire au final, que le volume, tu ne sais pas exactement ce que tu vas récupérer, donc tu ne peux pas. Donc, comment ça se passe? Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que ces grosses entreprises ont quand même des schémas ultra classiques dans leur mode. Tu peux être appelé à travailler avec des directions des achats. Enfin, comment ou jamais. Enfin, comment ça peut fonctionner? Ces deux modèles très différents. Alors effectivement, c'est pas simple et le devisage est vraiment pas la première phase de l'échange avec le client. La première phase de l'échange avec le client, c'est de bien comprendre ce dont il a besoin, c'est ce travail sur la demande. Et derrière, c'est ça qui nous permet de pouvoir comprendre ce qu'on doit deviser. Et dans le devis, généralement, il va y avoir des logiques à tiroir ou optionnelles ou des choses qui vont nous dire, bah voilà, en fait, on doit commencer par une phase d'étude sur la matière et ça pourra donner lieu à telle ou telle opportunité de réemploi et donc avec telle ou telle variété de produits, volume de produits à faire, etc. Donc, il faut vraiment arriver à travailler des devis qui ne sont pas du tout, simples à imaginer au départ, mais qui finalement traduisent l'échange, l'attente, le besoin du client. Et ça, c'est le côté client. Et de l'autre côté, qui traduisent aussi ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et vraiment suivant la temporalité et la séquence dans laquelle on va être capable de s'engager. Et c'est ça qui est important, en fait. Nous, on l'a appris à nos dépens, évidemment, parfois. Des fois, on a envie de prendre le projet, du coup, on fait un devis, mais avec beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on va être capable de faire ou pas. Et puis, du coup, on se met en risque, alors qu'en réalité, à mesure que justement la confiance dont on parlait s'installe, on est capable de dire, bah, ça, en fait, on ne peut pas prendre d'engagement là-dessus parce que ce serait, on se met en risque et simplement l'état de connaissance qu'on a sur le gisement ou la disponibilité ou ce qu'il y a derrière, ou est-ce qu'on peut décoller la pierre, est-ce qu'il y a de la colle ou que sais-je. Ben, tant qu'on n'a pas vérifié ça, on ne peut pas prendre d'engagement dessus. Donc, on a des étapes préalables qui permettent de pouvoir valider des devis. Et pour prendre le cas de BNP dont tu parlais, effectivement, au départ, la demande, c'était de faire des panneaux acoustiques pour le petit Agora dans leurs nouveaux locaux. Et de fil en aiguille, en discutant avec Catherine Papillon, qui est là encore, hein, c'est pas avec BNP que je discute, c'est avec Catherine Papillon. Et c'est finalement là qu'on échange. Et je lui dis, mais finalement, est-ce que cet Agora, on pourrait pas essayer de le faire entièrement en réemploi? Je pense qu'on a un gisement de siège qui peut être intéressant à regarder. Et puis, on saurait aussi trouver les revêtements de sol. Et pour les rideaux, on a sûrement des matériaux qui peuvent être intéressants, etc., etc. Et de fil en aiguille, ça l'intéressait d'avoir évidemment cette proposition de valeur. Il s'avère qu'a priori, on est nettement moins cher que ce qui avait été initialement prévu au marché. Et on fait un projet qui est, moi, que je trouve super chouette et qui est, voilà, je pense qu'on est à plus de 80% de réemploi sur tout un espace hyper qualitatif dans un très beau projet architectural. Et donc, on est parti d'un panneau et voilà, c'est ce dialogue qui a permis de faire avancer les choses. Je crois qu'il y avait un autre morceau à ta question, mais du coup, je l'oublie. J'avais aussi en profiter pour une question qui a été posée un peu plus haut sur, du coup, tu es complètement hors marché, hein, ce qui est, donc, est-ce que tu as des concurrents ou pour le coup, un des effets, un des bénéfices en fait de cette démarche que tu as eu de faire pivoter ton modèle, c'est de ne plus avoir vraiment de concurrents.
Alors, ouais, c'était la question, le petit morceau c'était la contractualisation avec les services achats. Donc, effectivement, on est hors marché. Du coup, on rentre pas trop dans le scope des services achats classiques. Alors, évidemment, à un moment donné, ça passe par chez eux. Mais en fait, on est perçu et on passe par le canal de l'innovation et de la RSE. Et donc, du coup, ça nous permet de sortir un peu des canaux traditionnels d'achat. Et, euh, et ça nous facilite bien les choses parce qu'évidemment, enfin, on a parlé de la contractualisation étant un peu particulière, on s'en sortirait pas autrement. On l'a essayé à une époque, je me souviens d'avoir travaillé avec le service achat d'Engie pour essayer de leur faire des bureaux et on y a mis de l'énergie, hein, mais on n'a jamais réussi à avoir un niveau de. Voilà, c'est des accords cadres qui font avec des boîtes qui leur font des milliers de bureaux. Et évidemment, les garanties, les niveaux de prix, etc., qu'on pouvait proposer n'étaient pas du même acabit. Et c'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc, euh, donc voilà, pas forcément évident. Et Et je sais pas c'est si ça répond. le même type de difficulté que tu as eu, il me semble, avec justement toute la commande publique, en fait, où ça pouvait pas, voilà, ça pouvait Ouais, pas fonctionner. Bah, ils commande étaient pas, publique ils est un peu n'avaient pas de laborieuse. outil. Ouais, on est sur des logiques d'appel d'offres avec des propositions où il faut être bon, affûté et concurrentiel, ça c'est normal, mais surtout on est face à parfois 12, 14, 15 acteurs et finalement ça demande énormément de temps et ça se prête assez mal à des boîtes de notre taille où il faudrait avoir un service dédié pour répondre sur des appels d'offres comme ça en se disant, bah voilà, on en gagnera un sur trois et ça ira bien. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de coopérer avec des acteurs autour de leurs enjeux et de leurs besoins, plutôt que d'essayer de rentrer dans des boîtes. C'est beaucoup plus simple. On a une question de Anne d'Herbini sur dans la manière dont tu conçois le mobilier, est-ce que tu prévois toi-même le recyclage et le réemploi en fait enfin, c'est vraiment en logique, analyse de cycle de vie, qu'est-ce qui se passe après? Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, ça fait partie de ces enseignements qu'on a acquis depuis 2018 sur quels sont les pièges à éviter pour faire un produit qui ne pourrait pas être recyclable, notamment coller des composants entre eux. Enfin, à la limite, si c'est deux morceaux d'acier, ça pose pas de problème, mais poser voilà, coller je sais pas moi, du miroir sur une feuille d'acier, bah, c'est s'assurer que le produit en fin de vie va finir en enfouissement. Donc, c'est pas l'idée. Et donc, effectivement, on conçoit nos produits pour qu'ils soient démontables, recyclables, etc. Et idéalement, la logique dans laquelle on voudrait arriver à travailler, mais là aussi, on n'arrive pas à tout faire en même temps, c'est plutôt de travailler sur un usage du produit et avec des cycles de rénovation ou de reprise d'un produit pour le mettre chez un autre client avec un changement de produit chez le premier, etc. Donc, d'être plutôt dans une logique servicielle autour de l'équipement. Et ça, on va sans doute plutôt le faire avec des boîtes partenaires dont le métier tourne autour de la location et qui essayent de construire ce type de modèle économique. D'accord. On a plusieurs questions sur les effets utiles en fait pour le client, c'est-à-dire que voilà, c'est pas juste pour le client rentrer dans une logique de j'ai fait du réemploi et qu'est-ce que voilà, je sais qu'il y a la dimension carbone, mais quels sont les est-ce que le bénéfice client est uniquement l'accès à un produit designé à partir de réemploi ou est-ce qu'il y a d'autres effets utiles? Et puis, justement, cette partie, Céline, quand tu parles de cette partie, est-elle valorisée auprès du client comme effet utile? La Tu faisais partie de l'éco-conception. voilà, la partie éco-conception, voilà. Qu'est-ce Ouais, alors, que… sur la fin de vie, c'est pas un point fondamental. Sur la partie économie carbone, oui. Donc aujourd'hui, la réglementation nous offre des facilités puisqu'on compte à zéro. Mais donc, du coup, ça, in fine, pour la notation extra-financière des entreprises, à intégrer ces solutions-là, donc l'économie carbone et éventuellement aussi de travail ouais, d'intégration d'heures de travail en insertion, c'est des enjeux qui sont importants pour la notation extra-financière. Et donc ça, pour les boîtes, c'est important. Et puis, il y a aussi tout un volet euh, dynamique interne, c'est-à-dire que
Je pense qu'on est tous conscients du mur vers lequel on fonce et c'est vrai au sein de n'importe quelle entreprise et pour n'importe quel salarié. Et du coup, se dire qu'il y a des solutions concrètes qui s'offrent à nous et qu'on peut les mettre en œuvre et qu'on peut être acteur de ce changement qui est urgent, je pense que ça fait aussi du bien dans la tête de plein de gens. Ça donne de l'envie et c'est des projets dont les gens parlent avec fierté et avec joie a posteriori. Je pense que ça, il faut bien comprendre que c'est pas, on est loin de tout faire. Faire émerger ce genre de projet en interne, c'est un travail. Les coordonner avec un rythme un peu particulier, avec les autres corps les autres corps d'État, etc. C'est un boulot à part entière. C'est vraiment un travail d'équipe de l'ensemble des acteurs d'un projet pour pouvoir voir arriver des bancs dans un programme immobilier ou des lampes, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important au-delà de la notation extra-financière de l'entreprise. Ouais, tu as dit en préparant cet entretien que tu étais à la fois chef d'orchestre, mais aussi que tu jouais dans l'orchestre en même temps, Ouais. dans la manière dont ça s'organisait. Enfin, c'était une jolie image. Dans les questions, alors on avait une question de Sébastien sur, c'était quand même des gros acteurs avec, on va dire, des moyens financiers. Est-ce que tu peux envisager de travailler avec des plus petits acteurs qui te solliciteraient ou bon, le marché que tu as identifié et sur lequel tu es en croissance, c'est ces gros acteurs de l'immobilier et on l'a dit tout à l'heure, c'est près de 50 millions de tonnes de déchets mobiliers par an. Donc, il y a déjà de quoi faire sur les gros acteurs en fait, du bâtiment. Mais est-ce que tu es ouvert? Alors, il y a deux choses pour répondre à ça. Oui, de toute façon, a priori, on est ouvert. Ce qui est sûr, c'est que la production à l'unité, pour caricaturer ma réponse et la rendre bien lisible, les produits à l'unité sont hors de prix. Et en revanche, dès qu'on est sur des séries qui vont atteindre 50 à quelques centaines de pièces, on arrive à trouver des équilibres financiers qui permettent de pouvoir rentrer dans n'importe quel projet. Donc, on n'est pas... le projet de l'Agora dont je parlais pour le siège de BNP Paribas Real Estate. C'est un programme de l'ordre de la centaine de milliers d'euros. Donc voilà, on n'est pas dans des montants qui nous interdisent de travailler avec des structures plus petites que BNP ou d'autres. Donc oui, c'est pas. Il faut juste que le projet soit dimensionné pour que ce soit cohérent en termes de coûts. Et voilà, il reste quand même à un moment donné cette notion d'économie d'échelle. C'est que si on veut faire des produits qui tiennent la route, c'est certes pas des dizaines de milliers de pièces, mais c'est au moins quelques dizaines ou quelques centaines. Et donc voilà, il y a juste cet enjeu-là en fait. Stéphanie, la question était autant sur la taille de la structure que sa capacité financière et son porte-monnaie, je crois aussi dans la question de Sébastien, de se dire aujourd'hui l'accessibilité économique prix. Est-ce qu'aujourd'hui, là, en fait, c'est plutôt une question de positionnement. On a des produits sur lesquels on va être. Il faut prendre des choses qui sont comparables entre elles, mais si je devais, là encore, caricaturer pour rendre les choses bien claires, on n'est pas capable de faire des produits au prix de ceux d'IKEA, mais en revanche, pour des produits de bonne qualité et fabriqués en France, on est tout à fait concurrentiel. Donc c'est là où, voilà, ça dépend s'il y a une belle PME qui a les moyens et qui veut s'offrir un mobilier sympa pour tout son open space. Je pense que c'est carrément jouable. On est en train de développer des bureaux là qui vont être. On a retravaillé notre concept de bureau pour arriver à des prix qui sont plus abordables. J'ai en tête quelque chose comme 300 ou 400 euros par poste de travail. C'est des choses qui, je pense, sont supportables pour beaucoup de structures d'une taille raisonnable. Au départ, on était à plus de 1000 euros, donc je crois qu'on était à 800 euros. Donc là, c'était moins raisonnable, mais voilà. Donc oui, je pense que c'est possible. Après, voilà, on n'est pas en face d'un acteur qui fait du mobilier en masse. C'est très clair.
Oui, et on reste sur du mobilier de design, en fait. On est vraiment sur voilà, du design contemporain. Enfin, il y a vraiment cette approche-là qui est ultra. Parce que finalement, on a assez peu parlé de design. Ça me semble voilà, important de Oui, le alors préciser. c'est vrai que c'est une valeur ajoutée importante dans le travail parce que c'est un truc qui a émergé. Je pense qu'on a tous vu il y a quelques années le réemploi apparaître avec ces meubles en palette. Il va de soi qu'on ne peut pas faire du réemploi comme ça partout. Ça fonctionne dans certains cadres, mais pas partout. Et nous, on a clairement pris le parti d'incorporer le design au point que la matière de réemploi disparaît. On ne voit pas quand on voit nos produits que c'est de la matière de réemploi. C'est un parti pris, c'est à double tranchant, hein, c'est-à-dire que quand vous voulez aussi vous servir de ces produits-là pour communiquer sur votre démarche, il faut que vous le disiez, parce que sinon c'est pas marqué dessus que c'est fait en réemploi, ou éventuellement on le marque dessus du coup. Mais voilà, donc effectivement le design c'est hyper important. Ouais. Ok, on s'approche de la fin du témoignage. Juste voilà, pour conclure sur les projets, les défis. Je sais qu'il y a le showroom à Paris, il y a éventuellement le développement sur d'autres territoires. Tu as une levée de fonds obligataire en cours. Est-ce que voilà, en une minute, tu peux voilà, nous dire un petit peu les défis qui t'attendent, les projets 2023? Ouais, alors les gros enjeux, c'est effectivement la levée de fonds obligataire. Donc, on a mis ça en place. On a la chance d'avoir trouvé une plateforme qui nous offre la possibilité de proposer une levée de fonds participative en obligation. Donc, j'espère qu'on pourra vous partager le lien, mais c'est intéressant. Si vous voulez placer un peu de vos sous à 9%, c'est quand même super intéressant. N'hésitez pas. Et donc ça, c'est un gros enjeu parce que ça va nous permettre de financer la croissance des années, des 2 ans qui viennent. Malheureusement, malgré qu'on ait posé un modèle économique qui est pertinent, le besoin en fonds de roulement, il va forcément croître avec la croissance de l'activité. Et ça, c'est un truc sur lequel on essaye d'avoir une prise, mais elle n'est pas suffisante. On s'est installé dans un showroom. On a trouvé des locaux, on a eu une chance incroyable. Donc, on a trouvé un petit local dans lequel on a à la fois un espace qui se prête très bien à notre showroom dans le 10e arrondissement, donc avec une petite vitrine. En dessous, on a un petit sous-sol avec un atelier où on peut faire nos prototypages, nos bricolages, tester notre matière et puis aménager des salles de réunion, etc. Donc, maintenant, il faut donner de l'allure à tout ça parce que pour l'instant, c'est un peu moche, mais ça, c'est un des gros enjeux. Et puis, on rentre dans tout ce qui va être le volet certification de nos produits, donc performance acoustique, etc. Enfin, on se doute bien qu'on ne rentre pas dans des programmes immobiliers de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés avec un truc qui sort du camion comme ça et de l'atelier. Il faut que ça passe par des organismes de certification pour la performance acoustique, la tenue au feu, etc. C'est des choses qu'on sait faire, mais du coup, ça demande quand même de passer dans des labos, etc. Donc là-dessus, on a des coûts. Et puis, enfin, voilà, il faut quand même qu'on arrive à augmenter la taille de l'équipe avec honnêtement des sujets en termes de recrutement. Enfin, on en parlait tout à l'heure, c'est des gens qui travaillent ensemble qui font la valeur de tout ce boulot qu'on fait. Et du coup, il faut trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences. Et ça, c'est pas une petite histoire. J'en profite parce que ça m'avait fait sourire. Tu m'avais dit on cherche avant tout des compétences relationnelles. Par exemple, quelqu'un qui a fait du scoutisme ou qui travaille dans Ouais. l'associatif, que c'était ça qui était fondamental pour toi. Tu sais quel profil va fonctionner et tu cherches des convictions, de l'expérience, mais en gros, c'est assez ouvert. Juste si tu as encore 15-20 secondes sur le développement sur d'autres territoires, parce que là, c'est vrai que tu es membre de Terre EFC Île-de-France et tu travailles plutôt sur l'Île-de-France, mais s'il y a des sollicitations qui viennent d'ailleurs. Ouais, alors tout à fait. On a fait un travail du côté de Lille. On a des ateliers qui sont un peu partout en France. Et l'ambition dans les mois et les années qui viennent, c'est de s'adosser à un de nos ateliers partenaires qui a aussi vocation à essaimer dans les régions. Et voilà, d'articuler. Pour être très concis, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de l'insertion parce que fondamentalement, les acteurs de l'industrie traditionnelle sont pas capables de faire rentrer des produits un peu bizarres dans leur process. En revanche, eux, ils vont avoir besoin d'avoir des matériaux de réemploi pour pouvoir décarboner leur activité. Et donc, en fait, toute cette phase amont, c'est des gens qui sont un peu souples, qui ont une main-d'œuvre qui est prête à s'essayer à de nouveaux
à de nouvelles activités. Et les ateliers d'insertion sont vraiment précieux pour ça. Et donc, on se rend compte que toute cette phase dont je parlais pour aller du matériau de réemploi à une matière première secondaire, eh ben, les ateliers d'insertion sont hyper précieux. Et arriver à essaimer, l'échelle, c'est la région, en fait, hein, parce qu'on n'a pas trop, en proportion, l'impact du transport est assez négligeable par rapport aux bénéfices carbone du réemploi. Donc, à l'échelle régionale, c'est très cohérent de travailler. Et donc là, le projet, c'est d'arriver à essaimer. Alors, je sais qu'il y a un projet pour eux du côté de Vannes, en Bretagne. Nous, on a un partenaire du côté de Toulouse avec lequel on travaille sur ces logiques-là, etc. Donc, on commence à regarder un peu comment ça peut se régionaliser. Merci beaucoup. Eh bien, c'est fini pour cette partie témoignage. Maintenant, on a quelqu'un de Necoé. Je ne sais pas si c'est Isabelle ou si c'est Corinne. Je crois que c'est Corinne qui va faire un petit résumé. Et puis, on a ensuite, je crois que c'est Sébastien qui présentera le prochain atelier, enfin le prochain webinaire. Donc, Merci à vous. Alors, je vais partager mon écran et je crois que Isabelle a une petite question pendant que la technique. Hop, c'est bon? Vous m'entendez? Moi, j'avais une question au tout début, Luc, qui m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi certaines personnes qui ne connaissent pas forcément l'EFC. Au début, tu as dit, voilà, l'EFC, je n'étais pas tellement convaincue et puis finalement, au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, je ne sais plus comment tu as formulé. J'aimerais bien savoir quel a été le déclic. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah ben si, finalement, c'est intéressant parce que c'est un peu la difficulté, en tout cas l'écueil qu'on rencontre assez souvent, c'est à un moment donné de créer ce déclic. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ou s'il y en a eu plusieurs? Ouais, alors il y a eu un déclic. C'est ce moment dont je parlais, où on a fait cette cartographie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on avait tout entre les mains et bah, il y a eu un vrai travail de maïeutique qu'ont conduit Sandro et Nadia avec moi, hein. Honnêtement, on avait les choses entre les mains. Ça a été aussi un dialogue pour eux de comprendre un peu ce qu'on était capable de faire. Parce qu'il y a cette espèce d'accompagnement autour du pivotage d'un modèle économique. Il se fait sur la bonne compréhension des savoir-faire. Où est-ce qu'on peut emmener la personne? Il y a une première intuition. Et ouais, vraiment, ça a été cette cartographie de notre écosystème et les relations voilà, à qui est-ce qu'on apportait de la valeur et de quelle valeur est-ce qu'il s'agissait, hein, Ok, ces valeurs immatérielles qui a été vraiment fondamentale. très bien. Merci. Avec plaisir. Alors, un petit décryptage rapide de cette intervention. Merci, Luc. On a bien vu l'évolution du modèle économique, hein, avec toutes les limites d'un modèle lié au volume et une concurrence sur le prix. Le fait d'avoir déjà un peu anticipé sur une analyse éco-conception, analyse de cycle de vie et puis l'impact environnemental avec notamment le sourcing des matières premières a permis de passer finalement d'un métier de vendeur de meubles à apporteur de solutions mobilières avec ce faible impact. Alors, c'est vrai que la valeur, finalement, elle a été révélée par les clients, mais aussi, comme tu disais, par cet exercice de cartographie, notamment autour de la connaissance des matières, l'expertise, bien sûr, en design, et puis ces datas autour de l'impact carbone, finalement, qui intéressent les premiers clients. Donc, on a cette évolution qui se fait en coopération aussi. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on voit facilement, c'est-à-dire de pouvoir commencer à travailler en confiance avec des clients sans vraiment savoir finalement quel sera le résultat final, sachant que la personnalisation du service qui part d'une demande, mais qui peut évoluer en fonction des contraintes techniques, elle peut se faire en confiance parce que vous êtes en capacité de faire d'évaluer finalement l'évolution de l'offre que vous allez au final apporter. Alors, gros sujet aussi dans ce témoignage autour de la coopération. On l'a dit tout à l'heure, la cartographie des parties prenantes qui a révélé la valeur apportée, qui était aussi un premier exercice. Et puis, cette coopération tout au long du projet, du début à la fin, pour pouvoir
faire accepter une évolution de la solution, d'aller chercher des partenaires qui sont adaptés finalement pour chaque projet, quasiment pour chaque matière, et puis d'être amené finalement aussi à faire évoluer le métier des partenaires artisans qui vont développer de nouvelles compétences. Et puis, pour terminer sur les valeurs immatérielles, donc effectivement, quelque chose d'un travail qui est plus noble, qui est gratifiant pour les équipes. Et puis, on a bien vu toute la notion de valeur immatérielle au travers l'expertise, les compétences, la confiance, la pertinence de la réponse pour chaque projet. Voilà, quelques difficultés auxquelles on est confronté quand on est dans cette démarche, c'est notamment le fait d'être face à des acteurs qui sont des gros acteurs. Donc, difficulté de travailler sur des marchés publics parce que là, il n'y a pas de travail à long terme. Et dans le FC, on est sur vraiment une trajectoire qui implique et qui met le client aussi au travail. Et puis, une difficulté que tu nous avais soulevée aussi, qui est plus liée à la trésorerie, puisque en fait, ces grands comptes peuvent avoir un manque de coopération sur l'impact sur les contraintes qui pèsent sur vous en termes de trésorerie, d'où ces projets de levée de fonds notamment. Voilà, petite synthèse, hein, on n'a pas forcément tout dit parce que c'était très, très riche. Alors, merci encore. Pour pouvoir continuer dans notre partage de témoignages, donc notre prochain rendez-vous, ça sera le vendredi 5 mai. Et effectivement, je vais laisser la parole à Sébastien pour nous présenter rapidement notre prochain témoin. Oui, merci beaucoup Corinne. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Écoute, merci Luc pour ce témoignage, c'était vraiment super intéressant donc ouais, non, c'était super. Je serai très bref puisque c'est pas le but de cette réunion-là, mais en tout cas, ouais, je vous invite vraiment à vous connecter avec nous le vendredi 5 mai, puisque l'on fera témoigner une structure du Pays Basque qui s'appelle Aïma Autonomie, comme vous le voyez sur l'écran. Et donc qui est une structure composée à la base d'ergothérapeutes qui voulaient vraiment trouver une solution au problème du maintien à domicile des personnes âgées et donc qui est au système actuel de fourniture d'aide technique et qui actuellement oblige les acteurs à acheter les aides techniques avec des plafonds de remboursement de la sécurité sociale qui sont extrêmement bas. Et donc avec des aides techniques de piètre qualité et pas du tout adaptées aux besoins des personnes. Et donc voilà, donc c'est une structure qui a imaginé un modèle avec une visite sur place pour vraiment cibler le besoin, puis de la mise à disposition d'aides techniques et ensuite adosser un système de ressourcerie, recyclerie pour remettre en condition, réparer, nettoyer, hygiéniser les aides techniques et pour qu'elles aient une seconde, voire une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième vie. Donc on a voilà, une structure du médico-social à fort impact social, écologique, avec des gros enjeux de territoire. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment très intéressant et voilà, à dans un mois.